Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette quatrième édition de l'année 2017 d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et comme chaque semaine, pour décrypter cette actualité, je suis en compagnie de Guy Hervé, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, avant d'entamer l'analyse de l'actualité, on rappelle qu'on reçoit cette semaine Frédéric Battu, qui est DG France de Polycom. Absolument. Donc avant d'échanger avec lui, je vous propose de passer en revue ce qui s'est passé cette semaine avec, j'allais dire, sa période des soldes pour nous. Mais j'ai l'impression que pour les entreprises de l'high-tech, c'est un peu la même idée avec cette frénésie de rachat qu'on a pu voir ces dernières semaines entre Cisco, HPE. C'est aussi les soldes dans le secteur high-tech, on peut dire. Alors effectivement, c'est un peu plus cher quand même. Un peu plus cher. La semaine dernière, on avait parlé du rachat de SimplyVity, donc une des deux stars de l'hyperconvergence, système hyperconvergé par HPE. Et là, c'est de nouveau HPE qui refrappe en rachetant une société dans le cloud, on en parlera, et surtout Cisco, qui rachète une société qui s'appelle AppDynamics, qu'on avait rencontré d'ailleurs quand j'étais allé à la Silicon Valley dans un IT Press Tour. Donc une société qui a été créée il y a aux alentours de 2010 et qui un peu comparable dans un domaine un peu différent, mais un peu comparable à ServiceNow, qui a eu un développement assez rapide et là, pour ce qui la concerne, qui est sur la gestion des performances des applicatifs. Et donc est parti en fait des applications en partant du fait qu'on a des applications web natives et non pas des applications on-premise. Donc ça, dès la conception de leur solution, il y avait cette idée en tête et puis de proche en proche, ils sont élargis à l'ensemble du parc applicatif. Donc AppDynamics, c'est une société qui représente à peu près 2000 clients. Beaucoup de grands comptes, mais pas seulement. Environ 200 millions de chiffre d'affaires, donc bon, c'est pas considérable encore. Et donc le montant de la facture, alors je ne sais pas si c'est les soldes ou pas, le montant de la facture c'est 3,7 milliards de dollars, donc c'est pas négligeable. À rapprocher d'ailleurs avec 650 millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus, pour SimplyVity. Absolument. Et donc c'est le rachat le plus important de Chuck Robin, le nouveau patron de Cisco, qui remplace John Chambers, qui était là depuis, on ne sait pas quand, mais enfin qui était là depuis quasiment l'origine. Quasiment tout le temps. Et donc c'est le plus important. Après, l'année dernière, il y a eu le rachat de Jasper Technologies. Donc pour 1,4 milliard, Jasper. Donc là, Cisco, effectivement, Cisco a intérêt de se diversifier parce que son activité historique est un petit peu saturée, si je puis dire. Et donc on l'a vu, Cisco est venu sur le marché des serveurs et là déborde un peu avec gestion des performances applicatives, avec une option réseau. Donc on est bien dans le cadre, dans le périmètre d'activité de Cisco. Donc cette société va être intégrée dans une division Internet des objets et applicatifs. Et donc, bon, après, il y a l'intégration nécessaire, mais a priori, la vente devrait être finalisée au premier trimestre 2016. 17, le temps passe vite, on oublie. Donc ça, c'est pour Cisco. Et puis, donc, HPE, après SimplyVity, donc, la semaine dernière, a racheté une société qui s'appelle Cloud Cruiser. Un nom un peu étrange, d'ailleurs, on ne sait pas si on est... Bon, il y a Cloud, mais on ne sait pas s'ils vendent des voitures ou... des bateaux. Des bateaux. Des croisières. Donc, c'est une start-up qui a été créée en 2010. On ne connaît pas le montant du rachat. Bon, certainement pas du montant de AppDynamics. Et donc c'est une société qui a développé un système de facturation du cloud, principalement orienté cloud privé, donc facturation interne, j'entends, à la consommation et aux usages.
qui permettra donc, en gros, pour une entreprise qui a des services cloud en interne, de pouvoir refacturer en fonction des différentes divisions et de l'usage qu'elles font des applications sur le cloud. Donc cette cloud solution va être intégrée dans une division ou un groupe qui s'appelle Flexible Capacity, donc précisément tout ce qui est facturation interne d'activité du cloud. Donc HPE pousse ses pions et on le sait, a baissé un peu les bras pour devenir un fournisseur de services cloud, mais entend bien être un fournisseur incontournable des solutions d'infrastructure, exactement. Effectivement, infrastructure. Alors, on pense que infrastructure, c'est synonyme de cloud. C'est pas tout à fait, parce qu'il y a encore des data centers traditionnels. Oui, bien sûr, mais bon, bien entendu, l'évolution, c'est vers le cloud, c'est clair. Donc, c'est une frénésie, le terme est peut-être un peu fort, mais enfin, il y a un regain d'activité. Et le fait que ce soit à la fois Cisco et HPE, c'est pas un hasard, parce que finalement, Cisco, on l'a dit, a besoin d'étendre son périmètre, alors que son périmètre historique est un petit peu limité. Et HPE a considérablement fondu pour se recentrer sur cette activité-là, et donc va devoir de nouveau reconstruire une offre pour être le leader, sinon un des tout premiers leaders du service d'infrastructure pour le cloud et les data centers. Très bien, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. En attendant, on change complètement de sujet et d'univers. On parle du RSE, qui est un des sujets dont on a beaucoup parlé, puis finalement, on a un peu l'impression que c'est, j'allais dire, pas tombé aux oubliettes, mais en tout cas, on en parle sensiblement moins. Mais finalement, les projets sont en place, et c'est peut-être intéressant de faire un petit retour d'expérience. Effectivement, j'avais un peu la même impression. Et donc là, c'est une présentation qui a été faite par le cabinet Leco. Donc le cabinet Leco est spécialisé dans la mise en œuvre de solutions de RSE. Donc RSE, faut le dire parce que ça peut avoir plusieurs significations. Là, il s'agit de réseaux sociaux d'entreprise. Non pas responsabilité sociale. Donc en gros, alors pour le faire simple, et c'est pas anodin, c'est Facebook pour les entreprises. Et on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est la 9e édition de cette étude. Donc ils en font une tous les ans. Et effectivement, c'est un petit peu l'impression que les réseaux sociaux d'entreprise honnêtes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des outils qui permettent de faire plein de choses, mais qui finalement ne sont pas qui ne connaissent pas un développement fulgurant, on va dire, pour le faire simple. Et donc le message de Arnaud Rérol, qui est le patron de l'Eco, est de dire que, lui, ça fait quand même 9 ans qu'il est sur ce marché-là, qu'il accompagne des grandes entreprises, plutôt des grandes entreprises, parce que quand c'est une PME, le réseau social, en gros, il se fait de bouche à oreille, si je puis dire, mais plutôt des grandes entreprises avec plusieurs entités séparées. Et donc, son message, c'est de dire que l'utilisation de ce genre d'outils est en train de se développer et qu'elle se développe. Alors, il y a en fait plusieurs manières pour voir les choses, effectivement. C'est la manière un peu, je dirais, top-down, où en gros, il y a un grand chef qui décide qu'on va mettre ça en place, sauf que si personne l'utilise, évidemment, ça tombe tout de suite en désuétude. Il y a la mise en œuvre par les outils, parce que quand on voit les outils, on se dit, ouais, on va pouvoir faire plein de choses, ça va être super, et puis en fait... là, c'est une troisième voie qui est plus, en gros, les utilisateurs prennent leur destin en main et comprennent que c'est intéressant, et essayent de convaincre leur pairs, et je dirais que c'est un peu le bouche à oreille amélioré, si je puis dire. Donc ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est que, en fait, les RSE, c'est un marché, donc il y a des outils, qui est absolument pléthorique. C'est-à-dire, contrairement à, je ne sais pas moi, les ERP, le CRM, il y a trop grand messagerie, il y a trop ou quatre grands acteurs. Là, il y en a. Là, d'ailleurs, dans cette étude, on étudie une trentaine d'acteurs. Donc, c'est pour vous dire que, alors, il y a des généralistes, c'est les grands du marché qui font ça un petit peu en plus. Et puis, il y a vraiment des spécialistes sur différents secteurs. Arnaud Rérol le confirme, il ne voit pas de consolidation. Il y a encore un émiettement qui est très fort. Et alors, dans cette étude, ce qui était aussi intéressant à signaler, c'est qu'il y a l'arrivée de Facebook, deux grands mastodontes,
Microsoft avec Teams. Teams, non pas Yammer. Voilà. Et puis Facebook. Alors Microsoft, c'est pas trop surprenant parce qu'ils sont dans le logiciel pour entreprise, donc qu'ils fassent du RSE, ça paraît assez normal. Ils avaient racheté quand même très cher, on le rappelle, Yammer, qui n'a pas été forcément un grand succès d'ailleurs. Mais... Exactement. Qui fait partie de leur palette, entre parenthèses. Facebook, c'est un peu plus surprenant parce que Facebook, on ne présente plus RSE, qui est réseau social. Pas RSE. Réseau social utilisé par plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde. Et là, ils ont sorti une version qui s'appelait au départ Facebook at Work et puis qui a été transformée en Workplace. En fait, c'est en gros une instance de Facebook qu'on peut utiliser à l'intérieur de l'entreprise, sachant qu'il n'y a pas de communication entre les deux. Et là, c'est une formule payante. Alors, pas très cher entre guillemets, moins de 3 $ quand on est à moins d'utilisateurs, 2 jusqu'à 10 000 et 1 $ jusqu'à au-delà de 10 000. Bon, c'est pas énorme, mais par mois. Quand on fait le total de tout ça, à la fin de l'année, ça fait une facture qui est non négligeable. Mais donc, pour Facebook, c'est une évolution stratégique très, très importante, puisque le monde de l'entreprise, même s'il y avait beaucoup d'entreprises qui sont présentes sur Facebook, là, c'est quand même, on monte d'un niveau, et ils ont déjà ils disent avoir un nombre d'entreprises utilisatrices assez significatif. Et il y avait un des responsables de Facebook qui était là à la présentation. Il disait, nous, à Facebook, la notion de scalabilité, pour nous, il n'y a pas de souci, en gros. Ça veut dire que vous pouvez 10 000, 100 000, 1 million, on suit, on a ce qu'il faut derrière. Et eux, ils ne comptent pas en milliers, ils comptent en millions, voire en milliards. Donc ça veut dire qu'ils ont des ambitions extrêmement grandes dans ce domaine spécifique. Et quand on voit l'utilisation précisément de Facebook, en particulier chez les milléniums et tout, évidemment on se rend compte que utiliser le même outil dans l'entreprise, tout de suite ça va être beaucoup plus facile puisque les interfaces sont les mêmes. Enfin, c'est vraiment l'outil est le même avec quelques compléments, mais c'est vraiment le même. Et le développement, il disait, le développement est fait par les 10 000 développeurs de Facebook. Donc ça peut aller très vite. Ça rappelle au passage la stratégie d'un certain Google et Gmail. Absolument. Alors on change complètement de sujet encore une fois, puisqu'on parle d'un sujet sérieux, l'intelligence artificielle, mais qu'on confronte à un sujet un peu plus léger, qui est le poker. Et grande nouveauté, une entité d'intelligence artificielle a gagné une partie de poker, si j'ai bien compris. Oui, alors je ne suis pas un grand spécialiste du poker, mais effectivement, depuis un bon moment, les ingénieurs informatiques ont envie de se mesurer à l'homme sur tout un tas de jeux. Donc, vous vous souvenez, il y a eu Deep Blue il y a 20 ans pour les échecs, par IBM qui avait battu Kasparov, champion du monde des échecs. Et puis récemment le jeu de Go. L'année dernière, le jeu de Go, donc là c'est Go pour Google, mais en fait c'était DeepMind qui a été racheté par Google, effectivement. Donc là qui a battu, et depuis ils ont battu tout un tas de champions. Il y avait eu Jeopardy en 2011 par IBM. Donc Jeopardy, c'est le jeu américain, en gros, question pour un champion, pour le faire rapide. Donc l'idée de confronter l'homme à la machine sur des jeux a toujours été très prisée. Et là, le poker, donc effectivement, c'est un professeur d'informatique de l'université de Carnegie Mellon, donc qui est très connu, qui a développé avec son équipe de doctorants, qui a développé un programme qui s'appelle Libratus. Et donc, il se trouve que dans un casino de Pittsburgh, il y a un concours. Enfin, je crois que c'est une rencontre annuelle. Il y a 200 000 $ qui ont été offerts. Et donc, il y a une équipe de 4 joueurs qui donc se confrontent à la machine depuis quelques jours. Au début, ils étaient gagnants et apparemment la machine apprend très vite. Et là, ils sont en train de perdre. Et donc, ce sont des joueurs de très haut niveau. Alors, vous savez, au poker, je ne connais pas le poker en fait, mais il y a plusieurs versions. Et là, c'est le Texas Hold'em, a priori, qui est la version la plus fréquente. Mais donc, ce qui est intéressant avec le poker, contrairement au Go, où le Go, c'est beaucoup de combinatoires, on sait bien, au bout de 3 coups,
ça explose puisqu'il y a beaucoup de pions. Là, le poker, c'est beaucoup plus limité, mais on est dans un univers, donc c'est un jeu où les informations sont incomplètes, c'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas ce qu'a l'adversaire, et où il y a une notion psychologique qui est très forte, qui est la notion de bluff. Et donc ça, ce sont évidemment des choses qui sont assez difficiles à programmer, sachant que, bon, a priori, autant les humains, évidemment, l'humain, quand il se dit si je ne gagne pas, je veux peut-être perdre ces $200 000, la machine est vraisemblablement assez froide. En d'émotion, c'est assez limité. Voilà. Oui. Donc, il y a beaucoup de dimensions qui sont différentes, et c'est une étape de plus donc, en faveur de la machine. Et ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que quand on avait parlé au champion d'Europe de Go, là, qui est le français, là, en fait, lui, puisqu'il a aidé DeepMind à améliorer son programme, il disait ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que finalement, la machine qui apprend permet ensuite à l'homme de progresser. Et donc, finalement, la machine renvoie à l'ascenseur, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Très bien. Donc ça, c'était pour la semaine passée. Donc, il y a une actualité assez riche et chargé. Pour la semaine à venir, vous avez retenu l'inauguration du campus Microsoft France qui se déroule mercredi, je crois. Oui, c'est ça. Alors en fait, effectivement, Microsoft étoffe son campus, qui se situe en lisière de Paris. Et donc ce sera l'occasion pour le numéro 1 du logiciel de faire un peu la feuille de route 2017. Donc ce sera tout à fait intéressant à suivre. Ce sera aussi l'occasion de présenter des développements qui ont été faits en intelligence artificielle, mais non pas de manière théorique, mais appliqués chez les clients. Donc on sait que Microsoft est aussi très impliqué dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Donc ce sera quelque chose à suivre. Et il y a cette actualité à venir complète une actualité passée. Il y a eu en particulier la nomination du nouveau CTO de Microsoft. En fait, c'est quelqu'un qui vient de chez LinkedIn, donc ça veut dire que Microsoft n'est pas, est très ouvert à prendre les talents un peu partout. Et donc, LinkedIn qui devient CTO de Microsoft, ça c'est un point. Et puis, la semaine dernière aussi, Microsoft a publié ses résultats semestriels, puisqu'on sait que Microsoft est décalé. Oui. Donc 6 mois, c'est quand même significatif. Et là, les résultats sont, on va dire, moyens dans le sens où il n'y a quasiment pas de croissance. On est à 44-45 milliards de chiffre d'affaires sur 6 mois. Ça fait 90 sur un an à la louche. Et donc, ce qui est à peu près comparable à l'année dernière. En revanche, pas en revanche d'ailleurs, le bénéfice reste le même, autour de 10 milliards de dollars. Donc c'est comme l'année dernière, mais 10 milliards de dollars, ça fait, si on multiplie par 2, ça fait 20 milliards. Donc c'est quand même assez confortable. Il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui aimeraient ce genre de résultats. Et puis pour conclure, un petit coup de gueule avec les mésaventures d'EDF en matière de facturation. D'ailleurs, c'est plutôt pour les clients d'EDF que pour EDF en lui-même. Alors, effectivement, il y a quelques semaines, on avait parlé de la PHP qui, elle, avait oublié de relancer la facturation. Là, c'est EDF qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en gros, qui facture deux fois. On en a pas mal parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, le film Le Facteur sonne toujours deux fois. Là, c'est EDF facture toujours 2 fois. Donc, il se trouve qu'on parle de 1 million d'utilisateurs, enfin de clients, qui ont été facturés 2 fois. Bon, évidemment, c'est pas catastrophique, mais enfin, parce que bien entendu, EDF a dit qu'il ferait en sorte que les gens soient repayés sans qu'ils aient à faire de démarches particulières. Ça n'a pas été fait d'ailleurs comme il avait été dit de manière immédiate. Il y a encore des gens qui attendent d'être remboursés. Et puis franchement, on vient parler d'intelligence artificielle, de choses extrêmement compliquées, et on se demande comment... Digitalisation de l'entreprise. Voilà. On se demande comment un bug informatique comme ça peut arriver. Oui, c'est vrai. Comment il n'y a pas de contrôle, qualité. Oui, qui fasse que ça n'a... On envoie 1 million de factures en double dans la nature, en fait, c'est ça. On est un peu sans voix, mais est-ce que peut-être les informaticiens d'EDF pourraient nous en parler. S'ils nous écoutent, n'hésite pas. Tout le monde n'est pas à l'abri d'erreur, mais néanmoins, c'est un peu embêtant pour l'image d'EDF.
Écoutez, on conclura là-dessus. Guy, je vous laisse maintenant le soin d'échanger avec notre invité de la semaine, Frédéric Battu, de la société Polycom. Bien, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Battu, qui est vice-président Europe du Sud. Donc l'Europe du Sud, c'est la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Frédéric Battu, bonjour. Bonjour. Alors, Polycom se présente régulièrement comme donc spécialiste, leader de solutions en collaboration et communication unifiée. C'est un domaine qui est un petit peu annexe à l'IT en général, mais qui en fait partie puisqu'il s'appuie beaucoup sur des standards de l'IT, mais aussi de la vidéo. C'est un domaine dans lequel il y a des vocabulaires qui ne sont pas très explicites, téléprésence, visioconférence, vidéoconférence. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu tout ça pour dire en fait qui vous êtes ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre accueil. Donc effectivement, la marque de fabrique de Polycom, c'est que nous sommes un spécialiste mondial de la collaboration. Et ce, depuis le premier jour, donc depuis 26 ans maintenant. Donc vous avez raison, il y a beaucoup de vocabulaire qui circule un peu partout. Il est important de repréciser effectivement quels en sont les termes. On appelle téléprésence des grandes salles des réunions qui sont designées principalement pour les boards des grandes entreprises, souvent multinationales. On dénomme visioconférence ou vidéoconférence, c'est le même terme, des équipements qui sont beaucoup plus utilisés dans des salles de réunion standards. Et à la fin du la mission de Polycom est de proposer en fait une large gamme de solutions de communication qui va permettre à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise de collaborer en interne comme en externe avec ses interlocuteurs. Alors, en 2016, il y a eu pas mal d'événements dans l'entreprise. Vous avez été racheté successivement par Mitel Networks, puis après, ça a été par un groupe d'investissement Ceres Capital, et puis vous avez un nouveau CEO. Donc, une actualité, je dirais, un petit peu mouvementée, et je suppose que pour vous, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que ça donne pour 2017 et après ? Bien sûr, c'est très très important. Donc effectivement, il y a eu de multiples activités chez Polycom l'année dernière. Aujourd'hui, donc, nous faisons partie d'un fonds qui s'appelle Ceres Capital. Ce qui est très important de noter, je pense, tout d'abord, c'est que c'est un fonds qui a une vraie stratégie industrielle autour de la collaboration. Alors, Polycom est une des entreprises appartenant à ce groupe. C'est un groupe qui n'est pas forcément très gros, et qui est très focusé sur ces métiers de la collaboration. Donc, c'est très important à savoir puisque nous sommes dans des environnements mouvants où la stratégie industrielle, la stratégie de développement produit est un élément critique. D'accord ? Donc, nous voyons ça comme un très bon point, d'autant plus que les partenaires ayant constitué ce fonds sont tous des gens venant de l'industrie informatique, et sont tous des gens qui viennent du développement produit. Est-ce que vous pensez que Ceres Capital aurait, puisqu'ils ont, d'après ce que je comprends, plusieurs sociétés dans le domaine de la collaboration, l'idée d'éventuellement rapprocher ces entreprises pour en faire, pour créer des synergies ? Alors pas du tout. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment il y a une stratégie de la part de ce fonds, d'accord, mais l'idée n'est absolument pas aujourd'hui d'envisager un quelconque rapprochement. Le futur de Polycom, c'est Polycom... Exactement. Avec, je pense, si je puis me permettre, un élément extrêmement important qui est la stabilité. Voilà, parce que ce fonds a compris que dans des environnements technologiques mouvants et spécifiques, la stabilité des équipes était un élément important. Donc, hormis effectivement notre nouvelle présidente donc, qui a été nommée, qui s'appelle Mary McDowell, donc, qui vient de Ceres Group, l'ensemble des cadres dirigeants ont été confirmés afin d'assurer la continuité, là encore, dans une logique où ce marché et cette industrie restent un peu spécifiques. Voilà.
Et garder de l'histoire est un élément qui nous paraît fondamental. Très bien, alors on va rentrer un petit peu dans les produits, dans votre offre. On a l'habitude de classer vos solutions dans deux grandes catégories. D'un côté, tout ce qui est voix, et de l'autre, tout ce qui est vidéo. Oui. Et puis, le deuxième point qui est important pour vous, et qui est une sorte de marque de fabrique depuis le début, c'est que l'idée pour vous, et d'ailleurs ça aurait été peut-être un petit peu hasardeux, n'est pas de créer vos propres standards, mais de vous adosser à des standards du marché. Donc on peut en citer un, il y a ceux qui sont tout autour de Microsoft, avec Skype for Business par exemple, et puis Office 365. Est-ce que dans ce cadre-là, vous pourriez expliquer un petit peu votre portefeuille de produits, comment il s'insère et comment il devrait évoluer? Alors déjà, avant de rentrer un tout petit peu dans le détail, ce qui est important, c'est que depuis le départ, là encore, Polycom s'inscrit dans les standards. Depuis le premier jour, nous avons développé des produits qui répondaient aux standards. Et ceci prend une importance d'autant plus particulière qu'aujourd'hui, on parle de collaboration unifiée, qui est une réalité, et où effectivement, la transcription de cette réalité, c'est que les écosystèmes doivent être interopérables. Donc quand vous dites standards, vous pouvez en citer 2-3 qui sont vraiment des standards majeurs dans votre... D'une certaine façon, Skype est en train de devenir un standard. On peut parler de SIP, aussi, qui est un standard. Voilà. Donc c'est les deux piliers principaux. Oui, principalement. Donc, pour continuer et répondre à votre question, effectivement, il y a le monde de la vidéo dans lequel nous sommes inscrits depuis le départ. J'ai mentionné tout à l'heure les sujets téléprésence. Le sujet de la vidéo chez nous est assez simple. Nous offrons aux utilisateurs une large gamme d'outils qui permettent basiquement d'avoir des grandes salles de réunion équipées jusqu'à des petites salles, donc de type box communicant, qu'on appelle aujourd'hui des huddle rooms, en bon français. Donc des équipements qui peuvent être mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller d'une salle à une autre assez facilement. Absolument, avec effectivement potentiellement une idée de mobilité, puisque c'est un sujet qui est aussi en train d'arriver. Et ces solutions étant parfaitement standardisées, et avec effectivement, comme vous l'avez mentionné, un partenariat particulièrement puissant avec Microsoft autour d'Office 365, puisque l'ensemble de nos offres sont natives, interopérables avec Office 365. Pour ce qui est de la voix, et là effectivement c'est un sujet éminemment important, puisque peu savent que Polycom est un des acteurs mondiaux les plus importants dans le monde de la téléphonie. Nous avons une large gamme de téléphones, et quand je parle de téléphone, je ne parle pas uniquement de la pieuvre, que tout le monde connaît, mais je parle aussi d'une large gamme de téléphones où nous vendons énormément de téléphones dans l'environnement Skype, là encore, puisqu'effectivement, une fois que Skype est en place, se posent les sujets on pourrait dire, de périphériques à mettre autour, parce que Skype est une solution de communication, mais beaucoup ont encore besoin d'un téléphone pour communiquer. Donc nous proposons une large gamme, et je crois que nous vendons les 3/4 des téléphones dans le monde dans l'environnement Skype, donc c'est quelque chose qui est très important. Et nous avons également un partenariat très fort avec une société qui s'appelle Broadsoft, qui permet d'offrir à nos clients une téléphonie, mais dans un monde service, dans une approche de service. Et si on devait faire une analogie, probablement dans le modèle équivalent au téléphone mobile que nous connaissons. Alors, en fait, il y a vraiment ces deux catégories, voix d'un côté, image, vidéo de l'autre. Et si on fait une analogie assez simple, il y a eu le téléphone, et il y a eu la radio, si je puis dire, et puis après, il y a eu la télévision. Et on pensait que la télévision allait remplacer la radio, puis en fait, non, les deux vivent de manière sont tout aussi présentes. Finalement, c'est un peu le même phénomène pour vous. C'est-à-dire que tout ce qui est produit voix va à un avenir très, très important. On n'a pas toujours besoin de la vidéo. Tout à fait. Et je pense qu'en fait, et nous, notre mission, très clairement, là encore, c'est d'offrir à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise la solution qui lui convient. Donc, des gens vont avoir besoin uniquement d'un téléphone. Si je veux donner des exemples simples, aujourd'hui, nous avons des téléphones évolués munis de caméras, qui est déjà une première étape vers la communication par l'image. Nous avons des petits systèmes de visioconférence, et puis nous avons des systèmes de téléprésence. Et l'idée est vraiment là, et l'idée est à la fois en interne dans l'entreprise et en externe,
puisqu'effectivement aujourd'hui on parle aussi beaucoup de télétravail. Une étude a retenu mon attention la semaine dernière venant de l'Ipsos, disant que 2/3 des employés des entreprises étaient demandeurs de télétravail. Et cette étude disait également que 24% des employés en France étaient déjà des télétravailleurs. Et dans cette tendance, donc, on entend aussi parler dans les entreprises d'une tendance lourde qui s'appelle Workplace of the Future, et que l'on pourrait dénommer en bon français les nouveaux espaces de travail ou les espaces de travail de demain. Et là encore, orienté autour de, si on devait faire là encore une analogie historique, des entreprises qui par le passé étaient organisées autour de bureaux et de salles de réunion, à des entreprises aujourd'hui et demain qui seront beaucoup plus organisées autour d'open space, puisqu'on est dans un monde beaucoup plus et de plus en plus collaboratif, qu'il soit dans l'entreprise ou à l'extérieur, et avec toujours un besoin de communication, donc la création de petites salles de réunion juste à côté. Et là encore, nous, notre mission, c'est de pouvoir développer des solutions pour chacun de ces environnements. Pour entrer dans l'entreprise, vous passez par qui? Vous passez par l'informatique ou finalement par les services généraux ou par une direction métier qui a envie d'avoir vos solutions générales? Comment ça se passe? Alors c'est une excellente question. Vous mentionnez au début de notre discussion, nous aujourd'hui, nous considérons que nous sommes au cœur de l'IT. D'accord ? Effectivement, par le passé, on était vus un petit peu comme des... à la périphérie, absolument. Mais aujourd'hui, on est vraiment au cœur de l'IT. Aujourd'hui, la quasi-totalité des projets de nos clients s'articule autour de Skype, d'intégration dans des systèmes d'information très évolués. Donc définitivement, nous travaillons avec les directions informatiques. Le standard commun à tout le monde, c'est IP. Absolument, absolument. Après, il y a un deuxième point qui est intéressant dans vos propos, c'est que les chefs de projet, pour autant, ne sont pas toujours les directeurs informatiques des entreprises. Et on voit un certain nombre de projets dont, bien évidemment, les directeurs informatiques ou directeurs de systèmes d'information sont partie prenante, mais où le chef de projet est un patron métier. Donc, sans les nommer, nous avons eu plusieurs projets où le chef de projet était le DRH d'un groupe, parce qu'il considérait que cette technologie allait apporter beaucoup aux employés de son entreprise. On a récemment équipé une grande entreprise où le chef de projet était en fait le patron de la business transformation de l'entreprise. Voilà. Bien évidemment, là encore, le DSI est toujours impliqué. Ouais, finalement, on parle aujourd'hui beaucoup de transformation numérique et c'est finalement un domaine qui réunit à la fois l'informatique et puis les métiers. Et finalement, vous êtes vraiment dans cette tendance-là. Ouais. Le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est, vous savez, dans les écoles de commerce, on fait souvent deux grandes catégories pour les produits. Il y a les produits qui sont en bon français nice to have, donc ça veut dire que c'est bien, c'est intéressant. Et puis il y a les produits qui sont must have, c'est-à-dire vraiment les produits qu'il faut avoir. Est-ce que les solutions Polycom ne se trouve pas dans la première catégorie, c'est-à-dire que ce que vous vendez, c'est très intéressant, c'est de bonne qualité, ça apporte des choses qui sont tout à fait intéressantes pour l'entreprise. Mais est-ce que le fait que ce soit, je ne veux pas dire superflu, mais qui vienne en plus, ce ne soit pas un peu difficile comme argumentaire pour pénétrer dans les entreprises ? Écoutez, vous m'avez offert deux possibilités de réponse déjà, et je vous apporterai la troisième. La première, c'est votre image sur la radio et la télévision, qui a bien prouvé qu'au final, on avait besoin des deux. Le nice to have et ce que vous avez également dit sur Polycom tout à l'heure, en disant que vous étiez un peu en dehors, et puis au final... voilà. Périphérie, revenir au cœur avec... oui. Voilà, moi je pense que, et c'est ce que nous entend, c'est pas Polycom, c'est ce que nous disent nos clients et nos futurs clients, c'est que la demande des employés et donc des utilisateurs internes des entreprises sont les premiers demandeurs. Voilà, je peux revenir sur cette étude de l'Ipsos. Quand 2/3 des salariés en France demandent ou seraient intéressés par faire du télétravail, il est évident que cela génère des besoins en communication. Donc nous, notre vision, c'est que bien évidemment, notre offre va jour après jour devenir encore plus des must-have, parce que c'est une demande de la part des employés,
pour des raisons de qualité de travail, par exemple. Mais dans cette logique de qualité de travail, il y a aussi des logiques d'optimisation. Avant de venir, j'avais une de mes collaboratrices qui m'expliquait qu'elle était bloquée chez elle parce que ce matin, en périphérie de Paris, il faisait très froid et il y avait beaucoup de verglas. Et elle est équipée d'une solution de visioconférence. Donc plutôt que de rester chez elle bloquée, avec son outil, elle va pouvoir réaliser sa journée de travail. Et puis bien évidemment, l'environnement économique ne nous donne que raison. Parce que nous avons, à l'évidence, avec l'ensemble de nos solutions, des gains de productivité à apporter aux entreprises qui sont évidents. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Frédéric Battu, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Eh bien, merci à Frédéric Battu, merci à vous Guy pour cet échange. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Je vous propose de nous rejoindre, de nous retrouver même lieu, même heure, la semaine prochaine. À bientôt, merci.